Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, moi c'est Jeff. Moi, c'est Luc de la chaîne Les Deux Pions. Et aujourd'hui, Luc, on se retrouve une deuxième fois pour faire un vrac sur 4 jeux, pas moins, pas plus, 4 jeux. Donc, on va prendre le temps de discuter tout ça. Mais avant, Luc, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté du point de vue ludique dans les derniers jours, les dernières semaines? Beaucoup d'actions, beaucoup de nouveaux jeux, mais entre autres, en fin de semaine dernière, c'était l'événement, l'hivernal ludique du club de jeux Ludisium à Deux-Montagnes. Fait qu'un événement qui a affiché complet, puis on a eu l'occasion de jouer avec beaucoup de gens, beaucoup de personnes, des gens qui sont venus de Québec, des personnes que tu connais bien aussi, là. Ça, c'est un week-end, c'est 2 jours, Oui, 3 jours? c'est un week-end le samedi et le dimanche. Toute la journée, on commence ça de bonne heure à 8 heures le matin, puis on finit à 1 heure, puis on finit un petit peu plus tôt le dimanche. Puis nous, le club, on a des jeux qu'on prête, puis les gens viennent beaucoup avec leurs jeux, puis on partage, on s'échange. J'ai eu l'occasion de jouer avec plusieurs joueurs. J'ai pas gardé la même tablée toute la fin de semaine, fait que c'est toujours le fun de C'est ça qui est le fun quand on butine un jeu avec tout le monde. Exact. C'est ça. Puis il y a combien de personnes à peu près à cet événement-là? Bon, je pense que notre capacité était de 60, fait puis on affichait complet, là. Puis tu l'as peut-être dit, c'était votre combienième édition? Je pense, oui, je pense que c'est la 10e. Je 10e vérifierai, puis je le marquerai dans le chat au pire, si je me suis trompé. Ah, parfait, il n'y a pas de problème. Moi, de mon côté, j'ai continué les soirées de jeu entre amis. Dernièrement, on a essayé des nouveautés qui nous ont été envoyées, entre autres Pierry, Coffee Rush, qu'est-ce qu'on a joué hier aussi? The Great Split. Tous des bons jeux, des jeux intéressants. En tout cas, pas eu de déception ces derniers temps, ce qui est positif. C'est tous des jeux aussi qu'on va finir par aborder sur la chaîne avec vous, nos auditeurs. Mais pour le moment, Luc, qu'est-ce que tu penses si on starte ça avec notre premier jeu au menu? Oui. Puis là, je dis premier jeu, mais c'est pas vraiment un premier jeu, c'est plus une première extension. En fait, c'est une extension d'un excellent jeu que je montre actuellement à l'écran et qui est Ark Nova. Et sa première extension, Ark Nova, qui est un jeu qui a une excellente réception, qui est, on voit, 4e sur BGG overall, 3e au niveau des jeux de stratégie. Et sa nouvelle extension est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, Marine Worlds, Monde marin. J'ai eu la chance de l'essayer. J'imagine que toi aussi, Luc. Oui, à plusieurs reprises. Justement, je l'ai joué le dimanche de l'hivernal ludique. Une belle extension qui dénature pas trop le jeu. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, je suis d'accord. J'ai beaucoup aimé. Sincèrement, j'ai déjà publié mes premières impressions sur notre page Facebook, Les Deux Pions. Et puis, j'ai été enchanté par l'extension. J'aime ça, des extensions de ce genre-là qui rajoutent des éléments sans dénaturer le jeu, sans trop en mettre, sans rallonger la partie, sans aller complètement ailleurs, sans rajouter 2 heures d'explication non plus. Je trouve qu'ils ont rajouté quelques petits ingrédients par-ci, par-là qui sont venus améliorer certains éléments du jeu. Fait que pour moi, c'est une extension. Puis là, on vend le punch déjà, mais on va en parler pourquoi. Mais pour moi, c'est une extension parfaite pour le jeu. Sincèrement, là, j'ai adoré ça. Toi? Oui, même j'étais quasiment déçu qu'il n'y ait pas plus d'impact sur le jeu de base, mais c'est quand même très bien, là. On part avec les choix de nouvelles actions. Fait qu'au lieu d'avoir les 5 mêmes actions, on va faire un petit draft au début, puis on va en sélectionner 2 nouvelles qui sont un petit peu améliorées. Des fois, qu'il y a une version, quand on fait notre amélioration, quand on va passer notre action du côté bleu au côté rose, ça va être une nouvelle découverte. Fait que ça offre plein de possibilités. Puis des fois, on va regarder, elle a l'air moins bonne, J'ai joué justement dimanche passé avec la carte l'action carte qui a une option de creuser. Puis je contrôlais totalement la rivière de cartes, là. J'enlevais des cartes aux gens dans ce qu'ils avaient besoin. Puis j'étais capable de m'amener dans certaines cartes dans mon range de réputation que j'étais capable de prendre par après. Fait que des fois, il y a des cartes qui ont des effets qui n'ont pas l'air si fortes que ça, mais finalement, les jouer, OK, il y a du potentiel. Bien, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à essayer dans cette extension-là. Tu sais, il n'y a pas
énormément d'éléments, mais il y a plein de petites choses à essayer. Entre autres aussi, il y a plusieurs animaux, évidemment, du monde marin qui ont été rajoutés avec la nouvelle action, je vais dire, de chaînage du corail, où quand tu as plusieurs créatures marines qui ont le petit symbole, là, je le montre à l'écran, de corail ici, ben, à chaque fois que tu en joues un, il va réactiver toutes les actions de corail. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant comme nouvel élément qui n'est pas énorme, mais qui vient rajouter un petit crunchy, donc un intérêt pour ces nouvelles créatures-là. Puis on a aussi, tu en as parlé, tu as dit que tu contrôlais la rivière. La rivière, souvent dans les jeux de deck building ou de draft de cartes, l'enjeu va être le fait que la rivière peut être stagnante. Super, regardons les termes. Et là, ils ont rajouté l'icône de vague où à chaque fois qu'on va avoir une vague, ça va faire retirer des cartes de plus. Fait que j'ai joué puis j'ai été surpris de voir comment la rivière de cartes s'est renouvelée là, plein de fois durant la partie. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup de cartes, mais en même temps, si vous voyez une carte qui vous intéresse, attendez pas trop pour aller la chercher parce que ça se peut qu'elle se fasse emporter par un haut fond, par une grosse vague de fond. Ouais, nous autres, on avait du fun à chaque fois qu'on sortait une carte de vague. On faisait toute la vague. Là, on avait du fun, on déconnait. Fait que non, c'est le fun, ça roule bien aussi. Un autre élément aussi nouveau du jeu, c'est la nouvelle université qui permet de creuser pour un animal spécifique, puis ça te donne un symbole animal. Fait que pour travailler sur certaines cartes d'association d'animal, ça aide vraiment beaucoup. Là. Fait que c'est le fun, ça donne une belle possibilité. Puis là, on doit faire un choix. Avant, il y avait 3 universités. Tu pouvais avoir une copie de chaque. Là, tu ne pourras pas avoir une copie des 4 possibles. Fait que c'est plate, ça. Faut choisir. Et puis, l'autre élément qu'ils ont ajouté, il faut en parler, c'est absolument rien au niveau gameplay, mais ils ont rajouté un petit peu de tape à l'œil, un petit peu de visuel. Ils ont remplacé tous nos cubes en bois par des beaux jetons, des beaux meeples en 3 dimensions, avec des formes différentes, des pingouins, des renards, des poissons. Même les jetons pour les 2 tracks de score qui ont remplacé les 3 tracks, je devrais dire. Oui, le chapeau avoir l'air d'un chapeau, exact. Tout ça, le chapeau de réputation. Et le bouclier pour... non, c'est ça. C'est le ticket pour la Fait que ça, c'est un petit peu de visuel, c'est rien d'extraordinaire, mais les gens, quand ils aiment des jeux, puis je suis de ceux-là, moi, on aime ça, améliorer le visuel, améliorer le rangement, rendre le jeu encore plus agréable au toucher et au goût. Donc, on rajoute des petits éléments comme ça. Donc, je pense que, en gros, c'est pas ça. On a oublié quelque chose, Luc, dans l'extension que ça rajoute, à part les... quelques mécaniques comme le marquage, tout ça, mais moi, j'ai vraiment aimé. Fait qu'en hommage à cette extension-là, je me suis mis un chandail particulier pour ça. Là. Fait que oui, j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas si on l'a vu. Ah, ton gilet? Ouais. Ah oui. Ah, wow. We built a zoo. Hey, c'est magnifique, ce gilet-là. Là, il y a toujours des gilets très personnalisés, très gaming. C'est le fun. Moi, j'ai mon vieux gilet du Mandalorian. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Il est beau. Ah, quand même. Donc, en gros, je pense... En tout cas, moi, de mon côté, c'est certainement une extension. Si vous aimez Ark Nova, pour moi, c'est même pas une question. Sautez là-dessus, ajoutez-le à vos parties. Puis sincèrement, là, je ne l'enlèverai plus. Ça ne rajoute pas vraiment de longueur au niveau de l'explication. Puis en termes de complexité non plus. La plus grosse complexité, c'est pratiquement les actions différentes. Là, au lieu d'être symétrique complètement au niveau des 5 actions qu'on a, ben là, on va avoir un petit peu d'asymétrie, mais c'est tellement pas énorme. Puis avec un jeu déjà d'une certaine complexité, je pense que ça ne rajoute pas assez pour rendre ça difficile pour une première approche. Donc, pour moi, là, c'est 2 thumbs up. C'est fortement recommandé. Achetez ça et ajoutez ça à votre jeu de base. Vous allez pas être déçus, c'est certain. Je suis d'accord. En gros, là, c'est pas essentiel, c'est pas alourdissant, mais c'est très intéressant. D'après toi, Luc, il reste encore de la place pour une 2e, 3e, 4e extension? Tu penses qu'ils vont étirer la sauce pas mal? Je sais pas où ils peuvent creuser. Là, peut-être qu'ils vont nous arriver avec un spin-off de zoo de l'espace ou whatever. Là. Ils se permettront de changer des règles puis changer un peu les mécanismes en gardant une certaine fondation sur ce qu'ils ont construit. Là. Mais je sais pas. J'ai hâte de voir. Ou peut-être qu'ils vont se rendre là où personnellement j'ai peur qu'ils se rendent parce que j'aime pas ça quand c'est trop gros comme extension, mais
Ils vont-tu aller jusqu'à racheter un deuxième board avec des nouvelles actions? On ne sait pas. En tout cas, on va voir. On va voir. Mais pour le moment, je pense que Ark Nova avec Monde Marin, ça devient un duo vraiment très bon. Puis on a fait une vidéo déjà sur les extensions essentielles ou les meilleures extensions, je devrais dire. Parce que comme tu as dit, ce n'est pas nécessairement essentiel, mais je pense que c'est une bonne extension à rajouter. Puis ça vient rajouter, écoute, les animaux marins, c'est important. Dans un zoo, on a toujours une section pour des animaux marins. C'est un incontournable. Fait que c'était ce qu'on a pensé de Monde Marin, l'extension de l'excellent Ark Nova, ce qui nous amène à notre deuxième petit jeu. J'ai dit petit jeu, j'ai déjà vendu un petit peu le punch. On a parlé d'Ark Nova, on a parlé d'une extension, mais là, on va vous parler d'un tout petit jeu, un jeu de levée qui est une réédition, je dois le dire, qui s'appelle Cat in the Box. On va vous parler de la Deluxe Edition, mais je vais montrer à l'écran ici la première édition qui est parue en 2020. Je crois que c'est la première, en tout cas, c'est celle que j'ai trouvée sur BGG, il n'y en a pas d'autres, qui était un Cat in the Box. Même affaire pratiquement en termes de mécanisme, mais ils ont décidé de refaire une boîte de luxe avec des composants, des matériaux de luxe. Ils ont refait tout ça. Et moi, je ne connaissais pas Cat in the Box, la version 2020. Je ne sais pas si toi, tu la connaissais, Luc? Non, moi, j'ai grandi, j'ai connu Cat in the Box avec la version de luxe. Là. Bon, et Cat in the Box, version de luxe, c'est quoi? C'est un jeu de levée, mais avec une twist bien particulière. Ceux qui connaissent bien les jeux de levée ou les jeux de pli, dépendamment de quelle région vous vivez, vous allez appeler ça jeu de levée ou jeu de pli. Dans les jeux de levée, habituellement, on a des atouts, on a des couleurs. Eh bien, dans Cat in the Box, la prémisse de base, c'est il n'y a aucune carte qui a une couleur, il n'y a pas de couleur. On va décider à chaque fois la carte qu'on va jouer, de quelle couleur elle va être. C'est une belle twist, Luc. Oui, c'est ça qui est intéressant parce que, dans le fond, on va choisir la couleur, mais dans une partie, il ne pourra pas avoir 7 rouges qui vont être joués. Il va avoir seulement qu'une fois le 7 rouge. C'est au moment où on va jouer notre carte qu'on va décider quelle couleur elle va être. Puis ça doit être une valeur et couleur qui n'a pas été prédéterminée, qui n'a pas été jouée d'avance dans cette partie-là. Là. Exactement. Fait que ça va être de se battre un peu pour débloquer certains éléments. Puis c'est ça, un petit peu comme certains jeux de levée, on va devoir décider au préalable de la partie combien de levées on va devoir faire, on va vouloir faire. Si on ne fait pas ce compte-là, on va quand même gagner 1 point par levée à la fin. Mais si on a exactement le compte, à chaque fois qu'on va jouer une carte et déterminer sa couleur, on va placer un de nos petits jetons sur un tableau. Puis, plus on a d'adjacence, on va essayer de créer comme une zone. On fait comme un petit peu un jeu de contrôle de zone, area control. Puis, plus notre zone va être grosse, mais plus on va avoir de points bonus si on a exactement notre compte de levée qu'on avait dit au départ de la manche. Je montre ici la petite carte qui est comme c'est ça qui détermine un peu comment on va jouer. On voit qu'il y a les 4 couleurs, jaune, bleu, vert et rouge. Et on va pouvoir décider la couleur qu'on va jouer si la carte, comme tu dis, là, on voit ici un 2 jaune. Fait qu'il a mis la carte noire de valeur 2 à côté du jaune. Et ça va nous permettre de jouer cette carte-là. On va aller placer sur le tableau notre jeton sur le 2 jaune. Donc, il ne doit pas avoir été joué avant. Puis, la twist intéressante, c'est que tu peux, je vais dire tricher, entre guillemets, c'est-à-dire que tu peux jouer une autre couleur, mais tu vas pouvoir la faire une seule fois par couleur. C'est pour ça qu'il y a des espèces de jetons dans les cases de chacune des couleurs, parce que quand tu vas jouer une autre couleur que ce qui est demandé, tu vas devoir dépenser ce jeton-là au lieu de le prendre dans ta réserve. Donc, tu peux le faire juste une fois par couleur, tricher. Et le rouge est la couleur la plus forte, mais tu vas pouvoir le jouer seulement un certain nombre de fois, évidemment. Et tu ne peux pas partir. Tu sais, des fois, on fait ça, on part dans l'atout pour aller voler l'atout des autres. Tu ne peux pas le faire tant qu'il n'y a pas une personne qui a triché et qui a joué sa couleur rouge pour manger une levée alors que ce n'était pas rouge qui était demandé. Donc, ça, c'est intéressant. Puis là, tu as parlé, là, ici, je montre le tableau des... à chaque fois qu'on joue une carte, on voit par exemple ici le 6 rouge
n'a pas été joué. Donc, si, Luc, tu décidais de jouer le 6 rouge, tu prendrais un jeton de ta réserve, tu viendrais bloquer cet espace-là. Puis si on a à la fin, si on réussit à faire notre pari, mettons que tu avais dit que tu allais faire 2 levées, puis tu as fait exactement 2 levées, bien là, on va aller prendre ta zone avec des pions adjacents la plus grosse. Fait que, par exemple, ici, si je regarde les jaunes, et tu joues jaune, là, que ça tombe bien, bien, il y a 3 tokens, 3 jetons qui sont collés. Donc, tu ferais 2 levées parce que tu as dit que tu ferais 2 points parce que tu as dit que tu ferais 2 levées. Donc, 2 points pour tes levées, plus 1 point par icône adjacent, ce qui fait 3. Donc, tu ferais 5 points dans cette manche-là. Ouais, puis vraiment la difficulté, comme tu as dit, on a toujours l'option de dire, comme dans un jeu de levée, ben, je n'ai plus d'une couleur. Mais quand tu te commets à dire je n'ai plus d'une couleur, tu n'as plus le droit de jouer de cartes de cette couleur-là, puis te permettre de couper. Ouais. Par contre, la problématique que ça va t'amener de faire ça trop souvent, c'est de potentiellement créer un paradoxe. Parce que chaque carte est en 5 occurrences. OK? Fait qu'il y a comme une carte de trop de chaque valeur. Fait qu'à un moment donné, si tu arrives dans tes mains que tu peux plus jouer de cartes valides, tu crées un paradoxe et c'est là que tu vas avoir une pénalité de points. Puis la manche va s'arrêter directement. En tant que joueur, il faut toujours être prêt à réagir à ça. Parce que normalement, une partie, je pense, c'est 8 levées ou 9 levées. C'est 8 levées. Ouais. Mais s'il y a un paradoxe à la 6e levée, c'est terminé tout de suite. Puis si tu n'as pas fait ton compte, il faut que tu fasses attention. Là. Fait que faut que tu sois un peu à l'affût. Des fois, il faut que tu sois un petit peu moins gourmand pour éviter de créer un paradoxe. Parce qu'un paradoxe, ça va te faire des points négatifs. Puis je parlais avec Steve justement avant hier, je pense qu'il avait joué une couple de parties dans sa fin de semaine, puis il disait hey, je me faisais avoir à chaque fois. J'étais là, avec ma dernière carte, je vais faire ma seule levée que j'ai dit que j'allais faire, mais il y a quelqu'un qui faisait un paradoxe, il était trop tard, fait que là, il ne réussissait pas à faire son pari. Donc, tu sais, c'est assez classique. Tu dis combien tu vas faire lever, tu vas jouer des cartes, tu vas déterminer l'atout, pas l'atout, mais la couleur, en fait, qui va être la plus forte, sauf le rouge qui peut toujours manger, mais tu peux jouer la carte seulement si elle est disponible. J'ai trouvé ça vraiment, sérieusement, j'ai trouvé ça super clever. J'ai trouvé ça intelligent comme twist sur les jeux de levée. Puis, dernièrement, Luc, j'ai joué à beaucoup de petits jeux de levée comme ça. Il en est sorti une tonne, là, tu sais. Je les ai tous essayés. J'ai tous trouvé qu'il y avait une twist intéressante, mais je trouve que celui-là a amené une twist que j'ai trouvé vraiment particulièrement intéressante par rapport aux autres. Par contre, un petit peu plus compliqué à expliquer, puis ça prend certainement un tour ou deux pour catcher. OK, je comprends quand est-ce que je peux faire ça, quand est-ce que je peux faire ça, puis comment ça va fonctionner. Donc, il y a un petit peu plus dur de prise en main. Puis là, on s'entend, c'est pas non plus Nucléum, là, tu sais, mais c'est un petit peu plus dur en termes pour les jeux de levée. Mais j'ai vraiment aimé cette twist-là que j'ai trouvé particulièrement intéressante. Je ne sais pas de ton côté. Oui, c'est ça. À la base, ça reste comme la prémisse, c'est le jeu de pli traditionnel avec atout, mais c'est la twist de choisir la couleur. C'est difficile des fois à conceptualiser, des fois quasiment pire pour ceux qui jouent souvent des jeux de levée. Ça prend peut-être 2-3 manches, puis après ça, OK, je vois tout ce que ça peut impliquer, puis tout ça, fait que... Puis après ça, ben le party est levé, le plaisir est là. Puis c'est très tête, t'essaies d'emmener l'autre dans des pièges, de couper des zones au niveau de contrôle, le area control qu'on a avec les jetons quand on joue les valeurs de cartes. Fait que ça apporte pas mal de profondeur avec pas grand-chose. Effectivement. Fait que Cat in the Box, si vous êtes amateur de jeux de levée puis vous cherchez une twist nouvelle, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous. On continue ça, Luc, avec un premier vrai gros jeu. Là. Hein, je t'ai dit qu'on allait parler quand même d'une couple de gros jeux. On va y aller avec Barcelona. Barcelona, dans laquelle on va refaire un petit peu le layout, comment on dit ça? Donc je cherche mon mot. L'aperçu architectural de la ville de Barcelone. Donc, on va refaire... paysage urbain. Le paysage urbain, l'urbanisme, je pense que c'est le mot que je cherchais, en tout cas, de Barcelone. Juste fait historique.
dans le fond, c'est Cerda, qui était un architecte de l'époque qui évidemment, il y avait beaucoup de problèmes dans Barcelone, je veux dire médiévale ou Renaissance. Les maisons étaient très, très collées, il y avait beaucoup de pollution, beaucoup de saleté, et les ouvriers là-bas avaient une espérance de vie de 23-24 ans à peu près. C'est épouvantable, donc ils allaient souvent mourir parce que c'était malsain l'environnement, tout ça. Donc lui, il a eu comme projet de refaire un petit peu la cité, puis de refaire ça mieux en essayant de rendre la vie plus agréable à Barcelone. Et il est parti avec une idée un concept très, très innovateur, très différent, avec beaucoup d'espace, beaucoup de verdure, des grandes routes, des grands trottoirs, tout ça, et des quartiers tous semblables, tous similaires, plus équitables aussi en termes de classe de travail, de classe des gens, tu sais, la haute ou les travailleurs, des choses comme ça. Donc, il est parti avec un concept très idéaliste, je vais le dire comme ça. Et nous, on est des architectes, puis on va essayer de construire selon les idées de Cerda. Et plus on va se rapprocher de ça, plus on va faire des points où on va monter sur la piste Cerda, donc on va se rapprocher de sa philosophie. Puis plus on va s'éloigner de ça, on va faire quand même des points, mais on va peut-être être moins haut sur la piste Cerda qui va nous enlever des points ou une certaine façon de faire des points, en fait. Et c'est ça le jeu. En gros, on va construire, on va refaire la cité Barcelone et on va faire ça avec des actions. Luc, je ne sais pas si tu veux en parler un peu. Oui, bien dans le fond, le fonctionnement du jeu, c'est que c'est un genre de placement d'ouvriers où à chaque action, tu vas avoir comme des citoyens à poser à une des intersections de la ville. Puis selon où tu places tes ouvriers, ça va te donner accès à une action en ligne, une action en colonne, puis potentiellement également une action en diagonale si tu t'es placé dans la grande diagonale. Tu vas pouvoir réaliser ces actions-là dans l'ordre de ton choix. Puis ensuite, si tu t'es placé à un endroit où il y a une demande pour du logement, tu vas pouvoir construire un logement voisin à l'endroit où tu t'es placé. Puis c'est ça. Les logements vont suivre un petit peu l'idée que tu as présentée, Jeff, tout à l'heure, dans le sens où tu vas pouvoir faire des logements ouverts, ce qui va te donner des points sur la traque de... Comment il s'appelle l'architecte? Cerda. Cerda, c'est ça, c'est bon. Puis si tu fais des logements trop fermés, ça va donner plus de points, mais ça va t'enlever des points sur la traque Cerda. Puis la traque Cerda va interagir avec des bonus. On va avoir trois genres d'événements bonus dans la partie qui va se réaliser éventuellement. Puis après le troisième bonus, on finit le tour courant, on compte nos points. Puis il y a vraiment beaucoup de façons de faire des points. Il y a des points. Oui, c'est une grosse salade de points. C'est ça, la cathédrale, le tramway, les ressources, les objectifs des événements. Il y a vraiment beaucoup d'options. Ouais. Toi, comment tu as trouvé ça? Ben, moi, j'aime ça. C'est mon genre de jeu en partant. C'est un jeu salade de points, carrément. Ça me fait penser à genre de jeu que Fel pourrait faire, peut-être avec un peu plus thématique, parce qu'on a vraiment l'impression de reconstruire Barcelone en refaisant les maisons, tout ça. Moi, j'aime beaucoup quand les jeux nous amènent un petit peu de background historique. Le livre était super intéressant à lire. Il y avait beaucoup d'encarts dans le livre avec des explications sur pourquoi ils ont fait ça comme ça, pourquoi c'était fait comme ça à Barcelone à l'époque, qu'est-ce qui se passait. Moi, ça m'intéresse. Fait que ça m'a appris beaucoup de choses sur l'histoire de Barcelone, sur la reconstruction de cette région-là. Et au centre aussi, il y avait la construction de la Sagrada Familia, pour laquelle il y a déjà plusieurs jeux. Et comme tu as dit, là, il y a plein de façons de faire des points. C'est une salade de points. Donc, j'aime ça. C'est un jeu qui est quand même une bonne complexité, ça demande une bonne réflexion parce que, tu l'as dit tantôt, tu l'as expliqué, quand on va placer nos citoyens dans un carrefour, on va faire les actions qui vont correspondre aux rues où on est placé. Donc, on peut faire 2 à 3 actions. Ça demande une bonne réflexion parce que ça a beaucoup d'impact. Puis en plus, où est-ce que tu as placé tes citoyens? C'est ça qui va déterminer est-ce que tu vas construire un quartier après parce que tu vas utiliser ces citoyens-là. Tu vas comme les consommer, si on veut, puis tu vas les envoyer sur une traque de score citoyen. Donc, là aussi, tu vas aller te placer aux bonnes places parce que tu vas scorer il y a trois couleurs de citoyens. Tu vas scorer la moins avancée des 3. Fait que tu veux probablement
faire avancer la moins avancée pour avoir un maximum de points. Tu as le tramway que tu peux faire, tu as la Sagrada Familia, tu as des bonus de fin de partie, tu as des carrefours que tu peux aller prendre possession, puis quand les gens viennent faire des actions dessus, ça va te redonner un revenu. Donc, il y a énormément de petits éléments comme ça qui peuvent venir te donner des points, des éléments stratégiques. Donc, pour moi, le compte idéal, puis c'est ce qui est recommandé aussi sur BGG, si on regarde ici, c'est vraiment 3 joueurs. À 3 joueurs, tu as un peu d'interaction, mais tu n'as pas trop de AP, de Analysis Paralysis. De 4 joueurs, ça peut être long avant que ça revienne à ton tour. Donc, moi, j'ai vraiment aimé. C'est mon genre de jeu de salade de points. À 3 joueurs, c'est le compte parfait. Ça a duré, nous autres, tu vois, à 3 joueurs, là, la partie que j'ai jouée à 3 joueurs a duré 1h25. Fait que j'ai trouvé que c'était parfait. Là. Mais il n'y avait personne qui avait de paralysie là, analytique dans le jeu. Ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, c'est pas évident à juger. Moi, c'est un jeu que j'ai ramassé de Gen Con, puis je l'ai joué à plusieurs reprises, puis mon avis changeait d'une reprise à l'autre. Mon avis final aujourd'hui, c'est un très bon gâteau avec un mauvais crémage. Okay. Je vais m'expliquer. Ouais. Les mécanismes, c'est parfait, ça roule bien, placement dans 2 sens, tout ça. Puis à un moment donné, tu joues une couple de parties, puis moi, j'ai beaucoup joué au compte de 4. Tu te rends compte qu'il y a une dynamique, il y a probablement une dynamique d'ordre de tour. Les gens qui sont tôt dans l'ordre de tour sont favorisés pour les décomptes parce qu'ils risquent d'avoir tout le temps un tour d'avance de préparer pour le décompte. Tandis que les gens qui jouent tard dans l'ordre de tour, ils sont favorisés sur les constructions. Parce que plus il y a de citoyens dans la ville, plus les constructions vont donner des points. Fait que ça, c'est pas pire, ça se balance. Mais l'affaire qui est vraiment difficile à avaler, c'est qu'à un moment donné, tu vas arriver à des situations en fin de partie où les bâtiments, où bâtir, c'est critique. Ne pas bâtir va te faire perdre 20 ou 25 points. Fait que ça va t'obliger un petit peu à aller à des places. C'est ça. Puis quand tu joues à 2, ben c'est du back and forth, ça ne dérange pas. Mais si tu joues à 3 ou à 4 à ce jeu-là, puis l'autre t'a mis dans une position où c'est impossible de bâtir, mais tu viens de perdre comme une grosse partie de tes options de points. Fait que tout le jeu, je l'aime, sauf ça que j'ai de la misère à digérer ce bout du gâteau-là. Là. Oui, effectivement, c'est certainement pas un jeu qui n'a pas de défaut. Par contre, j'ai l'impression, j'ai le feeling, tu sais, il y a plusieurs zones où tu peux scorer. Tu l'as dit, si tu es dernier, tu vas être avantagé sur les bâtiments. Si tu es premier, tu vas être avantagé sur les citoyens. À ce moment-là, je pense que tu n'as pas le choix d'adapter un peu ta stratégie au nombre de joueurs, à ta position dans l'ordre de tour. Il y a plusieurs façons de faire des points. Puis on n'a pas parlé encore, mais il y a les pavages et les tramways qui vont te permettre d'aller chercher encore là avec le pavage, par exemple, tu peux aller chercher des nouvelles actions gratuites, des nouvelles façons de faire des points. Et le tramway aussi, je ne sais pas si tu as joué beaucoup avec le tramway, mais on a un petit tramway, on construit des routes, puis on peut promener ça, aller porter des passagers, puis faire des points avec ça. Oui, ça va nous permettre aussi de faire des actions secondaires, puis où on va placer notre tramway. Il y a une interaction entre ton pavage puis le tramway, dans le sens que quand tu vas te placer sur une de tes routes, tu vas pouvoir réactiver l'action de la ligne ou de la colonne où tu t'es placé. Puis, c'est ça, tu fais tu peux faire des actions en cascade. J'ai joué des parties où j'ai fait des combos où je faisais un pavage dans la ligne du tramway. Fait que tu fais une action double tramway dans le même tour. Fait que il y a beaucoup d'options. Puis c'est ça, il y a beaucoup de points. Plus tu progresses au niveau du pavage, tu as des pavages petite route, grande route. Éventuellement, quand tu finis une pile de route d'une certaine grosseur, tu as accès à des nouveaux bonus. Fait que c'est beaucoup un jeu de cascade d'effets. Tu fais une affaire qui t'en fait faire un autre, etc. C'est viable, là, Luc, là, de dire, parce que moi, j'ai pas joué de temps avec les tramways, je me suis concentré sur d'autres choses, mais de partir une game et de dire, je vais vraiment essayer de faire les routes, les intersections puis les tramways parce que quand tu rescores tes routes, tout ça, ça peut être très payant. Là, Plus tu l'utilises, plus ça coûte de ressources. Il faut que tu aies les ressources prêtes en réserve, mais ça se fait. Puis c'est ça, plus tu t'es rendu loin dans ton nombre de tramways que tu as posé, plus tu vas avoir de points. C'est un genre de courbe de points exponentielle. Cascade, plus c'est bon, plus tu as le goût d'en faire, mais plus ça coûte cher.
Puis le Fait que, non, pavage, c'est une belle voie de point de victoire. puis le pavage, on n'a pas parlé beaucoup aussi, mais c'est quand tu vas décider de paver les trottoirs, tu vas aller mettre des petites tuiles sur des zones bonus où tu peux avoir des ressources ou même des actions bonus. Et ça, avec, c'est pas à négliger. Ça peut te faire une petite cascade d'actions intéressantes, là. Ça m'est arrivé quelquefois d'avoir un bon tour où tu vas paver, puis ça te donne une action de plus. Puis là, tu peux faire un petit enchaînement intéressant. C'est un autre élément qui est pas à négliger, je pense, dans le jeu. Le pavage aussi, quand tu vas couvrir un bonus, tu vas le gagner. Fait que des fois, ça te permet, en faisant une autre action, de ramasser des trucs que tu as besoin pour la suivante parce que tu n'en as pas assez. Fait qu'il y a moyen, lors des actions qu'on fait, on peut tout le temps choisir de faire en ligne ou en colonne. Des fois, l'ordre est très important parce que la première action va te préparer à la deuxième. Fait que oui, il y a beaucoup de matière à cogiter, à comment faire les choses. Beaucoup d'éléments. Mais tu vas être capable de tirer ton épingle du jeu et aller faire des points. Luc, je te connais assez bien pour savoir que tu as dû jouer dans toutes les comptes et toutes les positions. Puis à mon avis, tu as été capable de tirer ton épingle du jeu, mais ce que je comprends, c'est que à ce moment-là, ta partie est peut-être un petit peu plus dictée, ce qui est peut-être moins intéressant parce qu'on n'aime pas ça se faire dire trop où est-ce qu'on veut aller. Bon, c'est ça. S'il y avait eu comme c'était tout le temps possible ou en te tordant le bras un peu de construire à tous les tours. Mais là, des fois, quelqu'un va jouer stratégiquement puis il ne fera même pas exprès pour rendre ça impossible au joueur suivant qui n'est pas nécessairement le joueur à battre, là, le joueur en position de tête. Fait que ça donne un goût bizarre. Là. Ma dernière partie, je l'ai joué avec Nicole, justement. Puis on a eu comme le même genre de goût. Fait que je sais que vous en avez parlé durant le décompte. Là. Fait que c'est ça, on a eu le même goût aigre à ma dernière partie. J'ai pas abandonné, je vais sûrement le rejouer, mais c'est ça, c'est à voir. Oui, effectivement, ben, c'est un jeu qui demande à être essayé puis voir ce que vous en pensez. Moi, je pense que je suis assez convaincu que 4, c'est vraiment pas un nombre idéal parce que c'est un jeu qui est, tu sais, on joue pas en même temps. On joue vraiment un après l'autre. Puis ça, si tu tombes avec quelqu'un qui recalcule tout au début de son tour, t'es fait. Là, ça va être super long. Ouais. Ça peut rendre la partie désagréable. Au niveau visuel, moi, je le trouve personnellement vraiment super beau, mais on le sait, hein, c'est pas ça qui fait le jeu, c'est pas ça qui fait que le jeu est bon et est intéressant. On veut qu'il y ait aussi quelque chose dedans. Moi, je pense que c'est un bon jeu. Ça sera certainement pas... tu sais, là, présentement, il est 1114. Probablement qu'il va rester dans ces eaux-là. Il va plaire beaucoup à certaines personnes qui vont avoir accroché sur le visuel, sur la thématique, sur le gameplay, puis peut-être qu'ils vont jouer régulièrement au bon compte, 2-3 joueurs. Mais ceux qui ont un groupe qui vont jouer régulièrement à 4 joueurs avec des gens qui ont un petit peu d'analysis, paralysis, peut-être que là, ça peut être un peu plus tough. Fait que je vous dirais, avec ce qu'on a dit aujourd'hui, avec les images qu'on a présentées, j'ai présenté les images pendant que tu parlais un petit peu, là. Il est vraiment beau. Visuellement, moi, je le trouve super beau, là. Mais avec ça, je pense que vous avez pas mal d'infos pour vous faire une idée. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Puis le cœur du jeu, il reste très bon. Là, fait que c'est sûr que moi, je vais chercher le diable dans les détails, là, mais le cœur du jeu reste très bon. Puis si vous vous accrochez à l'essentiel du jeu, ça reste quelque chose qui a beaucoup d'options puis qui est très intéressant à défricher en tant que joueur. Mais c'est pour ça qu'on t'aime, là. C'est parce que tu creuses jusqu'au fond. Là. Tu vas chercher la vraie vérité pure. Good. Et c'est ce qui nous amène à notre dernier jeu qu'on veut présenter aujourd'hui, qui est un jeu d'une compagnie que j'apprécie énormément, CGI. À chaque fois que CGI sort un jeu, j'ai hâte de l'avoir, j'ai hâte de l'essayer. Je ne sais pas, il arrive toujours avec des choses différentes, innovantes. Puis effectivement, Kutna-Hora ne fera pas exception à ça. Kutna-Hora, qui est la cité du silver, de l'argent, la cité de l'argent, City of Silver, qui est un jeu qui est paru en 2023. On en a parlé un petit peu dans notre top des meilleurs jeux de 2023. Il était dans le top. Il était en mention et dans le top de Nicole, si je me souviens bien. Il était d'ailleurs son numéro 1, rien de moins. Qui est un jeu où on va un euro lourd classique, là, où on va reconstruire ou refaire la cité Kutna-Hora, la cité du silver. Hein, j'ai de la misère à dire le mot en français, de la cité de l'argent. Et on va refaire ça et on va avoir encore une fois plusieurs
éléments où on va pouvoir aller jouer, où on va pouvoir faire des actions. Et il y a un élément vraiment unique en tout cas, différent, intéressant dans le jeu-là, qui va être vraiment la gestion du marché de l'offre et de la demande, qui est vraiment unique et intéressante. Et je te laisse peut-être parler un petit peu là, de comment on joue, puis c'est quoi les mécanismes principaux du jeu, pendant que je présente des petites images. Juste avant, pour vous mettre dans le bain, côté historique, je pense qu'on dans le livre, c'est dit que Khutna-Hora, c'était une ville qui est médiévale, au temps médiéval, qui fournissait, je pense, le tiers de l'argent de l'Europe. Fait qu'on va essayer de construire cette ville et les mines, les réseaux de mines d'argent de cette ville-là. Au niveau on va jouer une partie en 5 rounds. Puis à chaque round, on va avoir un paquet de cartes, de 6 cartes. Ces 6 cartes-là ont 2 faces. Autrement dit, si vous les tenez dans un sens ou dans l'autre, ils vont référer à une des, je pense, 6 ou 7 actions possibles du jeu. Puis à chaque tour, dans le fond, vous allez dans un round, vous allez faire un tour, vous allez en jouer 2. Un autre round, un autre tour, vous allez en jouer 2. Puis à la fin, une seule. Ça forme votre round. On fait ça 5 fois. Puis la partie est terminée. Et il y a l'action Joker aussi qui permet de refaire n'importe laquelle, mais je pense que tu avais raison, c'est bien 6 actions différentes. OK, 6 actions différentes, merci. Et c'est ça, les actions qu'on va avoir de disponibles, on va pouvoir s'implanter dans la mine. On va pouvoir faire de la construction. La construction est divisée en 3 sous-étapes. Donc, 3 actions différentes. Il va falloir réserver le bâtiment qu'on convoite de construire. Il va falloir réserver dans la ville l'emplacement où on prévoit construire un bâtiment. Puis, il va y avoir une 3e action où ça va être vraiment le concrétiser, payer les coûts de ce bâtiment-là, puis le positionner. Quand on va placer un bâtiment, on va rechercher de le placer à un endroit qui va être le plus profitable pour lui. Les bâtiments ont des icônes de couleurs, puis on va faire des points en fin de partie pour chaque icône adjacent qui match, qui correspondent à des icônes de notre bâtiment. On va pouvoir aussi installer des bâtiments neutres. Les bâtiments neutres ne seront pas à nous. En les posant, ils vont nous donner différents avantages. Mais ces bâtiments-là, on peut s'arranger pour favoriser l'adjacence à nos bâtiments qu'on contrôle. Puis il va y avoir une façon de faire des points là-dedans. Et c'est ça qui va aussi influencer le marché. Tu veux-tu en parler un petit peu? Oui, bien c'est ça. On a un système de marché. Dans Khutna-Hora, il existe 6 guildes. Vous allez avoir sur votre plateau personnel 3 tracks de bâtiments. Puis, dans le fond, quand vous construisez, vous allez réserver, vous allez construire des bâtiments associés à une de ces 3 guildes-là. Fait qu'il existe la guilde du bois, la guilde du or, le matériau premier, le minerai pour faire le silver. Les droits. Le silver, l'argent, les genres de permis. Mm-hmm. On a aussi la bière, la viande. Les auberges, puis la viande, la nourriture. Fait que c'est ça. Fait que dépendamment des actions qui sont faites, ben ça va augmenter ou faire descendre la valeur de ces éléments-là. Puis il va y avoir une carte qu'on va jouer qui va nous créer du revenu. Fait que dépendamment de combien tu as augmenté ta production, ben, tu vas avoir différents revenus. C'est un jeu que, à chaque fois que je le joue, on dirait les gens, ils comprennent pas que quand tu crées un bâtiment, tu crées de la demande, ben le prix de l'élément que tu viens d'augmenter la demande vient de descendre. Ils sont comme un peu déçus, mais c'est normal dans une dynamique de marché. Souvent, l'idée dans ce jeu-là, ça va être attends un petit peu que le prix remonte, puis après ça, joue ta carte de revenu, puis là, tu vas pouvoir en profiter pleinement. Le timing est très important dans le jeu. Ce que j'ai aimé, c'est qu'au départ, quand on joue, puis là, je le montre à l'écran, on a un plateau personnel. Premièrement, le jeu est très beau. Sur le plateau personnel, il aurait pu mettre des cubes, mais c'est tous des petits éléments en 3 dimensions, là, les maisons qu'on va construire, les mineurs qu'on va envoyer à la mine. Oui, c'est fait avec du rewood, là. C'est comme du bois réusiné. Une drôle de texture. Puis c'est ça, ils peuvent avoir un bon niveau de détail sur les figurines, là. C'est impressionnant. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'au départ, dans le setup, tu vas partir avec 3 guildes. Donc, tu vas
tu vas avoir comme de l'influence sur 3 guildes et c'est jamais les mêmes, c'est au hasard. Et ça se peut qu'il y ait des guildes, qu'il y ait une personne seulement qui a cette guilde-là, qui va influencer cette guilde-là. Fait que tu vas espérer que la personne va jouer avec parce que tu as fait des bâtiments, par exemple, puis tu veux avoir un revenu. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé que ça amenait un petit élément là, asymétrique, puis aussi qui va changer un petit peu les parties d'une fois à l'autre. Ça, j'ai trouvé ça sympathique. Mais oui, c'est un jeu qui n'est pas simple d'approche parce que je me souviens là, à ma première partie, quand tu arrives, tu as toute l'explication, tu dis bon, OK, je commence par où maintenant? Qu'est-ce que je fais en premier? Puis là, tu dis OK, je vais aller à la mine, je vais aller chercher, je vais réserver un bâtiment, réserver un lot, je vais acheter un bâtiment pour pouvoir le construire éventuellement. Tu y vas tranquillement, puis là, ça commence à s'éclaircir. Puis tu l'as dit, là, le timing est important. Quand est-ce que je vais faire mon tour de revenu? Quelle action je vais jouer quand? Parce que tu ne vas pas jouer toutes les actions et l'ordre dans lequel tu vas les jouer va avoir de l'importance. Il y a un joker aussi qui va te permettre, qui va pouvoir peut-être t'aider un petit peu là, à te sortir d'un bourbier si jamais tu as mal planifié tes affaires. Puis, il y a des actions que tu ne pourras peut-être pas faire 2 fois. Donc, c'est un bon casse-tête. Sincèrement, là, c'est un bon casse-tête, mais c'est un jeu qui a une belle profondeur, c'est certain. Ah oui, la dynamique des guildes est super intéressante. Parce qu'il y a des guildes où le revenu va être, quand tu vas développer des bâtiments de cette guilde-là, tu vas avoir un gros revenu, puis ça va être une bonne source monétaire. Il y en a d'autres que c'est beaucoup moins, mais ces guildes-là vont tellement avoir un impact sur le jeu. Par exemple, la guilde de bois, toutes les constructions se construisent avec du bois. Fait que quand tu contrôles la guilde de bois, c'est important de la jouer au bon moment. Fait que si, par exemple, tu es capable tu es dans un moment où tu peux jouer 2 actions consécutives, de profiter de créer, de construire un bâtiment de bois. Tu sais que forcément, ça va faire baisser le prix du bois. Puis après ça, tu vas pouvoir jouer un autre bâtiment en payant ton bois moins cher. Puis après ça, peut-être que ce bâtiment-là va avoir un effet qui va le refaire monter. Fait que tu vas avoir contrôlé un peu le marché. Puis c'est juste toi qui vas avoir profité d'un léger passage de rabais sur le bois. Fait que c'est beaucoup de jouer sur ces petites nuances-là. Il y a un système de points aussi, des points qui sont déclenchés à partir du round 3. À chaque fin de round, à partir du round 3, il va y avoir des points, mais ces points-là affectent toujours tous les joueurs. Fait que c'est vraiment de se mettre en situation pour que ces points-là t'avantagent plus que les autres. Puis quand les autres les déclenchent, de suivre un peu la parade puis d'embarquer dans cette façon-là de faire les points, d'ajuster notre jeu. Fait que c'est très réactif. On se regarde. OK, tu as placé un bâtiment là. Je vais essayer de profiter de ton bâtiment où tu l'as placé, puis tout ça. Puis je vais réserver mes trucs avant pour être capable de placer 2 bâtiments en ligne. Il y a plein d'interactions. Là. C'est un jeu maximum d'interaction. Ouais, le timing, c'est la clé, effectivement. Je vais t'amener ailleurs complètement parce que c'est toujours un élément qui m'intéresse et qui intéresse, je pense, les gens qui nous écoutent. Visuellement, tu l'as trouvé comment? Parce que je pense que c'est assez partagé dans notre top 10 2023. On en a parlé un peu. Nicole, moi, on le trouvait super beau. Danny le trouvait pas vraiment beau. Elle n'aimait pas la direction artistique. C'est certainement, en tout cas, différent comme direction artistique, surtout si on prend par exemple le côté de la mine qui est très très noir, très sombre, le côté de la ville qui est très coloré, un peu couleur, je veux dire médiévale, un petit peu dans ce genre-là. Tu as trouvé comment toi visuellement? Moi, je trouve qu'il fait bien la job. Les pièces, moi, super beau, les plateaux de joueurs, les cartes, les traits, tout ça. C'est sûr qu'au niveau des contrastes des couleurs, moi, la caractéristique que je regarde le plus dans un jeu, c'est est-ce que au niveau, quand je vais jouer, je vais être capable, au niveau de la visibilité, de prendre mes décisions facilement. Puis on dirait les symboles, ils pop, là, je les vois, j'ai pas de problème à les chercher. Est-ce que les villes auraient pu avoir d'autres styles graphiques? Peut-être, mais je suis heureux avec le style qui est là, mais ça aurait pu être d'autres choses, puis j'aurais pu être heureux aussi. Peut-être qu'il y en a qui s'attendaient à quelque chose de plus... un style qui va plus flasher médiéval. C'est sûr que c'est pas le visuel des bâtiments, c'est pas vraiment ça qui met le jeu en hyper valeur, mais au niveau de la lisibilité puis dans le gameplay, moi, ça fait la job puis c'est parfait. Là. Bien, effectivement, mais c'est souvent la première approche que tu as avec un jeu. Hein. Avant d'avoir joué, avant d'avoir lu les règles, ce que tu vois, c'est de quoi le jeu a l'air. La boîte est plus ou moins attirante, une boîte noire avec une grosse pièce d'argent dessus.
Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Moi, j'ai été surpris de voir les couleurs qu'il y avait dans le jeu une fois qu'il a été installé, tout ça. Ben, j'avais vu des photos, mais tu sais, ça m'a surpris parce que la boîte ne donnait pas ce feeling-là. Ça donnait plus le feeling Blackout Hong Kong ou un jeu complètement noir. Mais non, il y a plein de couleurs qui popent partout. Moi, j'aime beaucoup les jeux avec le médiéval, avec un style dessin et couleur un peu médiéval qui nous sort un petit peu du style plus traditionnel de jeu ou de couleurs qu'on a ou de jeu de couleurs qu'on a. Moi, personnellement, j'ai bien aimé, puis j'aime le contraste ville-mine, où la mine, t'es dans une mine, il fait noir, c'est sombre, fait que le bord est très noir, très sombre. Je pense que ça te met dans l'ambiance. Tu sais que ce bord-là, c'est la mine, et le reste du village, très coloré. Donc, moi, j'ai trouvé très agréable. J'ai bien aimé les espèces de petits modules pour gérer le marché où on va glisser les languettes là, pour déterminer le coût ou la valeur de chacun des matériaux Ouais. des C'est marchés. très intéressant parce que puis c'est ça, des dynamiques qu'on n'a pas parlé aussi, c'est que si à un moment donné, la ville grossit puis un bâtiment qui n'a pas été fait, la ville va le faire d'elle-même, fait qu'il ne faut pas que tu tardes. Exactement. Puis de l'autre côté, si on fait trop de bâtiments, ben, elle dit non, fais-en plus. Fait qu'on a comme une icône qui nous empêche de construire d'autres bâtiments de cette guilde-là. La dynamique des guildes aussi, moi j'ai joué à 2 joueurs puis à 4 joueurs. Il y a une grosse différence de dynamique parce qu'à 2 joueurs, tu as des guildes de façon exclusive, tandis qu'à 3-4 joueurs, tu as des guildes partagées avec un autre joueur. Fait que c'est important, tu vas avoir comme une interaction particulière avec ce joueur-là, de prendre les bâtiments quand les permis sont moins chers, puis tout ça, puis de les placer avant lui, puis de prendre celui que tu veux. Fait que ça fait une dynamique spécifique avec chaque joueur que tu partages une guilde avec. Au niveau aussi des valeurs, l'affichage des valeurs. Souvent, moi, j'ai des joueurs que dans certaines parties, ils ont été déçus de savoir, ils ne savaient pas l'effet, mettons, de construire un bâtiment, quel effet ça allait avoir sur le marché. Parce qu'ils ne voyaient pas le chiffre. Ouais. C'est ça. Pour pallier à ça, si vous avez un téléphone, téléchargez l'application. Il y a une application web de CGA, puis tu peux voir, tu peux l'essayer. Puis même, au lieu de prendre les plateaux qu'on a, on peut utiliser l'application pour afficher la valeur de marché courante. Ça peut être intéressant pour voir l'effet de ton coût. Oui, puis j'allais en parler justement parce que les modules sont bien faits, c'est intéressant, mais c'est en carton. Puis nous, on avait un peu de misère à déplacer les languettes. Là, il est quand même fait serré, fait que je me disais, ça se peut que ça brise à un moment donné. Fait que c'est intéressant de savoir qu'il y a une application pour reproduire un peu cet élément-là, puis de voir en même temps c'est quoi la prochaine valeur au lieu d'essayer de le glisser puis d'arracher ton petit module. Fait que c'est peut-être le petit bémol là, que j'ai au niveau du matériel. Mais sinon, le matériel est top-notch, le visuel. Ça dépend des goûts. Moi, je l'aime bien. L'illustration sur les cartes, la cathédrale, moi, je trouve ça, j'aime beaucoup. Effectivement. Puis le jeu, c'est un jeu qui va vous en donner. Il va vous donner de la viande, puis c'est un jeu qui va demander à être joué et rejoué pour bien comprendre la dynamique des éléments, l'interrelation, l'interaction des trucs, la majorité dans les mines, dans les villes, tout ça. Il y a plein d'éléments. Et tu l'as dit, Luc, aussi, il y a beaucoup d'interactions. On gère le marché à la gang, donc les gens vont avoir de l'influence, les actions qu'ils vont faire vont influencer aussi ton tour. Donc, je pense que c'est un excellent jeu, sérieusement, un très bon jeu. Je pense que tu es d'accord avec ça. Oui, c'est un jeu que c'est ça, ça prend une couple de parties à maîtriser. Il n'est pas lourd à jouer fonctionnellement, mais vraiment à tirer toutes les ficelles qu'on peut tirer dans ce jeu-là. Tu vas tirer de plus en plus de ficelles au fur et à mesure que tu vas jouer des parties de ce jeu-là. Puis c'est le fun, un jeu qu'à chaque partie, on dit « Ah, je vais essayer de plus profiter de ça, du fait que j'ai la guilde du or ou la guilde du bois pour essayer de bien interagir avec les autres. Là. Ouais, laissez-vous pas arrêter par votre première impression si vous avez été un peu overwhelmed, là, comme dépassé par la quantité ou par la façon d'interagir pour que ça fonctionne. Ça va venir avec les parties, vous allez devenir de plus en plus à l'aise, vous allez comprendre. Puis je pense que c'est un jeu très agréable là, qui peut vous en donner beaucoup pour votre argent. Fait que je pense que c'est ce qui fait le tour, Luc. Es-tu d'accord avec ça? On a parlé quand même de 4 bons jeux. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu des informations pertinentes et intéressantes. Encore une fois, merci, Luc, pour ton excellente participation à ce En Vrac. Merci, Jeff, d'être l'hôte de cette présentation. Ça me fait plaisir. Et si vous avez aimé la vidéo,
Envoyez-nous des gentils pouces en l'air. Abonnez-vous à la chaîne. Sonnez la cloche parce que vous voulez savoir quand on va publier nos prochaines vidéos. Et laissez-nous des commentaires. Parlez-nous des jeux qu'on vient de vous jaser là. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous? Ça va nous faire plaisir de vous lire. Et même Luc est très présent aussi sur la chaîne, la page Facebook. Donc, il peut vous répondre si vous avez des questions pour lui. N'hésitez surtout pas. Sur ce, merci beaucoup tout le monde et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.